Quelque part en Patagonie, dans une maison isolée balayée par le vent, un homme regarde l'horizon sans dire un mot. Cet homme, c'est Florent Pagny, l'ancien enfant terrible de la chanson française, la voix rauque qui faisait frissonner tout un pays, est devenu une énigme silencieuse. Pourquoi a-t-il quitté la France? Pourquoi s'est-il retourné contre les médias? Et surtout, que s'est-il réellement passé entre lui et Vanessa Paradis alors qu'elle n'avait que 15 ans? Comment un artiste adoré a-t-il fini par être accusé de fuir l'impôt et d'orchestrer son propre exil? Entre gloire, scandale, maladie et disparition médiatique, l'histoire de Florent Pagny soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et si tout cela n'était que la partie visible d'un malaise plus profond? Le 6 novembre 1961, à Chalon-sur-Saône, un enfant vient au monde dans une modeste famille d'ouvriers. Rien, absolument rien, ne laisse présager que ce garçonnet deviendra l'un des artistes les plus controversés de la chanson française. Il s'appelle Florent Pagny. Il grandit dans une France en pleine mutation, entre tensions sociales, utopie politique et vagues culturelles. L'école, très vite, il la rejette. Les codes, il les piétine. Très jeune, il quitte sa province pour Paris avec un rêve flou mais viscéral, vivre de l'art. Ce n'est pourtant pas par la musique qu'il entre dans la lumière, mais par le cinéma. Dans les années 80, on le retrouve dans des seconds rôles au cinéma et à la télévision. L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, Inspecteur Lababure avec Coluche. Des apparitions brèves mais suffisantes pour lui faire comprendre une chose. Il ne veut pas jouer un rôle, il veut incarner sa propre voix. Une voix qu'il porte en lui depuis toujours, rauque, vibrante, impossible à ignorer. En 1987, il prend un virage radical. Il compose et interprète un premier single qui va changer sa vie. N'importe quoi. Le titre explose, touche un air à vif dans la société française. Ce n'est pas une chanson d'amour, c'est un cri. Contre l'autodestruction, contre l'hypocrisie, contre la soumission. Florent Pagny n'est pas encore une star, mais il est déjà un avertissement. Avec lui, rien ne sera lisse. Ce succès inattendu attire les projecteurs, mais aussi les regards indiscrets. Très vite, on scrute sa vie privée, ses choix vestimentaires, ses relations amoureuses. La presse People, encore balbutiante à l'époque, commence à le cataloguer, rebelle, marginal, ingérable. Lui, il s'en amuse, ou fait semblant, car dans l'ombre, une pression monte. Peut-on survivre à l'industrie musicale quand on refuse de se plier ? Son premier album, Merci 1990, confirme que Pagny n'est pas une étoile filante. Il écrit, il compose, il se met à nu dans des textes crus, parfois maladroits mais toujours sincères. Il chante la liberté, la colère, le rejet, l'amour qui blesse. Sa voix déchire les ondes. On l'adore ou on le déteste, mais on ne peut pas l'ignorer. Et pourtant, déjà, certains signes laissent entrevoir la tempête à venir. Dans une industrie où on attend des artistes qu'ils se contentent de sourire et chanter, Florent Pagny devient rapidement une anomalie. Et chaque anomalie, tôt ou tard, est appelée à être corrigée ou détruite. Les années 90 s'ouvrent comme une promesse, mais elles deviendront bientôt un champ de mines. Florent Pagny, fort du succès de ses premiers titres, refuse de se formater. Il refuse de céder aux maisons de disques, de suivre les dictats radiophoniques, de jouer la carte du chanteur romantique. Ce qu'il veut, c'est déranger. Ce qu'il veut, c'est dénoncer. Et c'est exactement ce qu'il va faire. En 1990, il sort Presque qui roule, une chanson qui va marquer un tournant brutal dans sa carrière. Dans ce titre acerbe, il règle ses comptes avec les médias, les tabloïds, les paparazzis qui fouillent dans sa vie privée. Les paroles sont violentes, accusatrices sans détour. Il accuse la presse de mensonges, de harcèlement, de manipulation. Le message est clair, Florent Pagny ne se laissera pas faire. Mais cette rébellion ne restera pas sans conséquences. En quelques semaines, plusieurs médias influents décident de le boycotter. Les passages télé se raréfient, les radios boudent les nouveaux titres, les ventes chutent. L'industrie, vexée, semble vouloir lui faire payer son insolence. Florent Pagny devient malgré lui un paria. Lui qui voulait chanter sa vérité se retrouve enfermé dans un silence imposé. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre polémique enfle également, sa relation avec Vanessa Paradis.
À la fin des années 80, il a 26 ans, elle a 15 ans. Le couple choque, interroge, divise. À une époque où le consentement des mineurs est un sujet tabou, leur histoire devient le sujet favori des rumeurs et des jugements. Certains dénoncent, d'autres minimisent. Pagny, lui, garde le silence, protégeant Paradis autant qu'il se protège lui-même. Mais cette liaison va le poursuivre pendant des années comme une ombre persistante dans son parcours public. Entre les polémiques, les boycotts et les incompréhensions, Florent Pagny prend une décision radicale. Fuir, quitter Paris, quitter la France même et partir là où personne ne viendra le juger. Il découvre la Patagonie, au sud de l'Argentine, une terre rude, libre, silencieuse. Là-bas, il construit une maison, fonde une famille avec Azucena Caamano, une artiste d'origine argentine. Il devient père, il plante des arbres, il chante quand il veut. Il se reconstruit loin des caméras et des dictates. Mais cette évasion a un prix. Beaucoup l'accusent de fuir l'impôt, de trahir son pays. Les critiques fusent. Comment peut-il se dire artiste français en vivant à des milliers de kilomètres à l'abri du fisc ? La presse, encore elle, ne le lâche pas. Le public, divisé, commence à douter. Et une question plane de plus en plus insistante, Florent Pagny est-il devenu l'ennemi de la France qu'il avait tant charmé ? On aurait pu croire que tout était fini. Boycotté, controversé, exilé volontaire. Mais Florent Pagny n'a jamais eu pour habitude de disparaître sans bruit. Et c'est précisément dans le silence de la Patagonie qu'il renaît. Au milieu des années 90, contre toute attente, il revient avec un album qui va faire taire toutes les critiques. Bienvenue chez moi. Un titre à double sens. D'un côté, l'accueil chaleureux du public qui n'a pas oublié sa voix. De l'autre, un message clair. Il n'est plus question de jouer selon les règles des autres. Chez lui, c'est lui qui décide. L'album est un raz-de-marée. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Des tubes à l'appel, Caruso, Oh Happy Day, Bienvenue chez moi. Des reprises, des créations, des émotions pures. Pagny trouve enfin l'équilibre entre sa colère brute et une sensibilité assumée. Il ne hurle plus, il raconte. Il n'accuse plus, il partage. Et le public le suit. En 1997, il enchaîne avec un projet encore plus intime, Savoir aimer. Un chef-d'œuvre salué par la critique comme par les fans. La chanson éponyme devient un hymne national. Qui, en France, ne connaît pas ces paroles? Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Une ode à l'amour désintéressé, mais peut-être aussi un aveu déguisé. Florent Pagny n'a jamais attendu qu'on l'aime pour ce qu'il était vraiment. Et ce succès massif, plus de 2 millions de copies vendues, ressemble à une réhabilitation publique. L'homme rejeté d'hier est devenu la voix d'une génération. Mais ce n'est pas seulement dans les ventes que Florent Pagny brille. Sur scène, il devient un phénomène. Chaque tournée est un événement. Son look atypique, crâne rasé, boucles d'oreilles, vêtements parfois androgynes, tranche avec l'élégance formatée des stars d'alors. Il est vrai, brut, sans phare. Il chante avec ses tripes. Il n'est pas là pour séduire, mais pour émouvoir. Et ça marche. Des milliers de spectateurs, toutes générations confondues, remplissent les zéniths et les stades. Pagny, longtemps perçu comme marginal, devient un pilier incontournable de la scène française. En 1997, la reconnaissance officielle arrive enfin. Il remporte la victoire de la musique du meilleur artiste masculin. Un prix symbolique, presque ironique, quand on pense qu'il avait été blacklisté par cette même industrie quelques années plus tôt. Mais cette fois, le jury ne peut plus l'ignorer. Trop de disques vendus, trop de chansons cultes, trop de vérité dans sa voix. Et dans l'ombre, la presse commence à changer de ton. Certains journalistes s'interrogent. Avait-on jugé trop vite? Était-il simplement en avance sur son temps? Un homme libre dans un monde de compromis? Mais le véritable coup de maître de Florent Pagny ne viendra ni d'un album ni d'un concert. Il surviendra à la télévision, un médium que beaucoup pensaient incompatible avec son tempérament. En 2012, il accepte une proposition inattendue. Devenir coach dans la version française de The Voice. Le risque est risqué. L'émission est un format international, calibré, grand public. Peut-on y faire entrer un homme qui a passé sa carrière à défier les normes? La réponse est oui, et même plus que ça. Pagny y excelle.
Dès la première saison, il impose un style unique. Là où certains juges jouent la carte du show, lui reste calme, lucide, souvent bouleversant dans ses conseils. Il parle vrai, avec cette voix grave qui semble porter l'écho de toutes ses cicatrices. Les candidats le respectent, le public l'adore. Et surtout, ses talents gagnent. Année après année, Florent Pagny devient le mentor le plus victorieux de l'émission. Mais au-delà des victoires, c'est l'image qu'il renvoie qui étonne, celle d'un homme apaisé, bienveillant, profondément humain. Fini le rebelle marginal des années 90. Sur le plateau de The Voice, il devient presque paternel. Il parle d'humilité, de travail, de liberté artistique. Il écoute, il guide, il transmet. Et soudain, une nouvelle génération le découvre. Des adolescents qui n'ont jamais entendu Presse qui roule ou connu ses débuts sulfureux se prennent d'affection pour ce monsieur à la barbe blanche qui pleure parfois pendant les auditions à l'aveugle. Le succès de The Voice lui donne une visibilité renouvelée. Il en profite pour sortir de nouveaux albums, toujours plus personnels. Vivre avec toi, 2013, Habana, 2016, Aime la vie, 2019. Chacun d'eux témoigne d'une maturité artistique impressionnante. Il y mêle chansons françaises, influences latines, ballades introspectives. À plus de 50 ans, Florent Pagny n'est pas un vétéran en déclin, mais un artiste en pleine réinvention. Ses ventes restent impressionnantes, sa voix plus puissante que jamais. Et malgré son exil fiscal toujours pointé du doigt, une majorité du public semble prête à lui pardonner. Car au fond, Pagny incarne ce que beaucoup rêvent de faire, vivre selon ses propres règles sans jamais renoncer à sa passion. Il devient une figure paradoxale, un rebelle devenu sage, un solitaire devenu mentor, un homme libre devenu icône populaire. Mais pourtant, au sommet de cette reconnaissance retrouvée, une inquiétude sourde commence à poindre. Certaines apparitions publiques laissent deviner une fatigue, un essoufflement, des silences plus longs, des absences inexpliquées. Florent Pagny, encore une fois, semble s'éloigner. Mais cette fois, ce n'est ni un boycott, ni une fuite. Quelque chose de plus grave se prépare. Quelque chose que ni la voix ni la gloire ne pourront repousser. Janvier 2022. Une courte vidéo publiée sur Instagram crée une choc. Florent Pagny, visage amaigri, regard franc mais voilé d'inquiétude, annonce qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Sans détour, il explique qu'il doit annuler sa tournée des 60 ans. Toute la France retient son souffle. Cette voix qui a traversé les décennies, qui a chanté la liberté, l'amour, la colère, risque aujourd'hui de s'éteindre, brutalement, injustement. L'homme qui avait toujours semblé invincible se révèle soudain fragile. Plus question de look, de polémique, de médias. Il n'y a plus que la maladie, nue, implacable. Le public réagit massivement. Des milliers de messages affluent, porteurs de soutien, d'affection, de souvenirs. Des fans racontent comment ces chansons ont accompagné leur deuil, leur renaissance, leurs espoirs. Les critiques aussi baissent les armes. Même les plus sceptiques reconnaissent. Florent Pagny est une légende vivante. Dans les mois qui suivent, il disparaît des écrans. Pas de plateau télé, pas d'interview. Il se bat, loin du tumulte, comme il l'a toujours fait. Dans cette solitude choisie qu'il a construite en Patagonie, il affronte les effets de la chimiothérapie. Il perd ses cheveux, sa voix baisse d'intensité, mais pas son regard. La presse relaie chaque fragment d'information. Un cliché volé, une rumeur, un témoignage flou. Le silence autour de lui alimente toutes les spéculations. C'est dans ce contexte incertain qu'un site, Mediamas, publie par erreur une fausse nécrologie. Le titre claque comme un couperet. Florent Pagny est mort. Le buzz est immédiat, viral, incontrôlable. Pendant plusieurs heures, les réseaux sociaux s'emballent. Certains pleurent, d'autres doutent. Les plus prudents attendent une confirmation officielle. Et dans ce vacarme numérique, une question glaçante émerge. Est-ce ainsi que tout devait se terminer? Mais Pagny n'est pas mort, du moins pas encore. Quelques jours plus tard, il réapparaît brièvement, souriant, affaibli mais debout. Ce démenti n'efface pas l'onde de choc, car cette fausse mort a mis à la lumière une réalité brutale. L'idée de perdre Florent Pagny est maintenant possible, réelle, proche. Et elle oblige chacun à mesurer ce que cet homme a représenté. Un survivant, un insoumis,
Un artiste qui n'a jamais flanché devant le jugement, mais qui ne peut rien contre le temps et la maladie. Dans cette période, même ses détracteurs les plus fervents semblent suspendre leurs critiques, car ce qu'il incarne dépasse ses polémiques passées. Il est devenu, à sa manière, un symbole, non pas de perfection, mais de persévérance. Et à mesure que l'on s'approche de son ultime acte, une nouvelle question se pose, vertigineuse. Et si tout ce parcours n'avait été qu'une préparation à l'ultime, à celui où l'homme, enfin, se détache de la légende? Avant la maladie, avant les trophées, avant même la reconnaissance, il y a eu un scandale. Un de ceux que l'on évoque à voix basse, même des années plus tard, car il touche à un tabou. Un nom, deux visages, Florent Pagny et Vanessa Paradis. À la fin des années 1980, elle a 15 ans, lui, 26. Elle est la révélation du moment avec Joe le taxi, une icône en devenir. Lui, le chanteur enragé de n'importe quoi, à peine sorti de l'anonymat. Ensemble, ils forment un couple improbable, voire dérangeant. Les photographes les traquent, les magazines People en font leur chou gras. Mais au-delà du glamour, une question dérange. Que fait un homme adulte avec une adolescente? À cette époque, la loi française permet certaines zones grises. La majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Il n'y a donc pas, techniquement, d'infraction. Mais la morale, elle, s'enflamme. Des chroniqueurs s'insurgent, des pétitions circulent, et surtout, l'opinion publique se fracture. D'un côté, ceux qui défendent l'amour libre, la différence d'âge, le droit de choisir. De l'autre, ceux qui y voient un abus, une manipulation, une faille dans le système. Et pourtant, malgré le tumulte, ni Florent Pagny ni Vanessa Paradis ne parleront jamais vraiment de cette histoire. Ils s'affichent, parfois, en silence. Aucun mot, aucune justification. C'est précisément ce silence qui alimente toutes les projections. Qui dominait? Qui a souffert? Qui a décidé de rompre? Lorsque la relation prend fin au début des années 90, la jeune chanteuse poursuit son ascension, portée par des collaborations avec Gainsbourg, puis une carrière internationale. Pagny, lui, s'enfonce dans une spirale d'hostilité médiatique. Certains voient dans leur séparation une cause directe de sa défiance envers la presse. D'autres y perçoivent la première fissure d'un ego déjà blessé. Dans une interview de 2000, un journaliste ose à demi-mot évoquer cette période. Pagny esquive, détourne, sourit jaune. Il niera toujours avoir profité de la situation, mais il ne s'en excusera jamais non plus. Pour lui, c'était une histoire d'amour, pour d'autres, une transgression inacceptable. Aujourd'hui encore, cette relation reste l'un des angles morts de sa biographie officielle. Pourquoi la justice n'est-elle jamais intervenue? Pourquoi tant de médias ont-ils oublié ce chapitre avec le temps? Était-ce parce qu'il était homme, célèbre, protégé? Ou parce qu'au fond, personne ne voulait vraiment soulever ce couvercle? Dans les années 2020, alors que d'autres artistes tombent pour des faits similaires datant de la même époque, le nom de Florent Pagny revient, furtivement. Des articles mentionnent l'affaire, des forums s'agitent, mais l'onde retombe vite, comme si, une fois encore, le silence l'emportait sur la vérité. Mais que cache réellement ce silence? Est-ce la pudeur, la peur, ou un pacte tacite pour préserver ce qui reste d'une légende déjà fragilisée? Après le silence autour de Vanessa Paradis, un autre combat éclate. Cette fois, il ne s'agit plus d'une histoire d'amour, mais de guerre ouverte. Florent Pagny, déjà blessé par les attaques personnelles, décide de contre-attaquer. En 1990, il écrit et sort une chanson qui fera date, « Presse qui roule ». Le titre est tout sauf subtil. Dans les paroles, il accuse directement les médias de le traquer, de déformer ses propos, de salir sa vie. C'est un cri de rage, sans filtre, sans compromis. Le morceau choque. Les radios hésitent, les chaînes de télévision se ferment. Pagny vient de franchir une ligne rouge, celle du non-dit. Peu d'artistes osent mordre la main qui les nourrit. Lui l'a fait. Résultat, les médias organisent en retour une forme de mise à l'écart. Moins d'invitations, moins de promotions, moins de relais. Il devient l'archétype du chanteur ingérable, incontrôlable, dangereux pour l'image. Dans une industrie du divertissement fondée sur la connivence, Florent Pagny fait tâche. Il refuse les compromis, dénonce les hypocrisies, remet en question la légitimité des journalistes à juger la vie privée des artistes. Il ne veut plus être un produit, il veut être un homme. Mais à quel prix?
Face à l'asphyxie médiatique, il fait un choix radical. Partir. Pas pour une tournée, pas pour quelques mois. Non, il quitte la France, définitivement. Direction, la Patagonie. Un bout du monde, presque mythique, où il reconstruit sa vie avec Azucena Caamaño. Un amour simple, loin des flashs. Il plante, élève, respire. Mais ce départ ne passe pas inaperçu. Très vite, la presse économique s'en mêle. Selon plusieurs sources, son exil serait motivé par des raisons fiscales. En d'autres termes, Florent Pagny ne veut plus payer ses impôts en France. L'accusation est lourde. Les titres pleuvent. Pagny fuit le fisc. Chanter oui, cotiser non. L'idole devenue déserteur fiscal. L'artiste se défend. Il parle de liberté, de choix de vie, de rupture nécessaire avec un système oppressant. Il rappelle qu'il continue à produire, à enregistrer, à embaucher en France. Mais le mal est fait. Une partie de l'opinion le voit désormais comme un profiteur, un déserteur. Le paradoxe est cruel. L'homme qui chantait la France avec ferveur depuis 20 ans devient soudain suspect de ne plus vouloir y partenir. Et plus que la presse, ce sont certains fans qui tournent le dos. Des anciens, fidèles, touchés dans leurs fibres patriotiques. Pour eux, Pagny a trahi. Il s'est vendu au soleil d'Argentine. Et peu importe s'il continue à écrire des chefs-d'œuvre, la confiance en lui, elle, est rompue. Ce double exil, médiatique et fiscal, laisse une trace indélébile. Il fait de Pagny un cas unique dans la musique française. Adulé par les uns, rejeté par les autres, respecté pour son talent, méprisé pour ses choix. Et dans ce climat ambivalent, une question devient lancinante. Peut-on encore séparer l'artiste de l'homme quand celui-ci refuse obstinément de se conformer? Il y a une solitude choisie et une solitude subie. Celle de Florent Pagny oscille entre les deux. En Patagonie, entouré de montagnes, de vents et d'arbres qu'il a plantés lui-même, l'homme vit loin de tout, loin du tumulte médiatique, loin des jugements, loin des fans aussi. Certains appellent cela la paix, d'autres un exil intérieur. Mais qu'arrive-t-il à un artiste quand la scène se tait, quand la voix, son arme la plus puissante, devient incertaine? Après l'annonce de son cancer, la question de la fin ne relève plus de la fiction. Chaque mot qu'il prononce, chaque apparition publique prend une valeur presque sacrée. Les silences deviennent plus longs, le regard plus grave. Ce n'est plus seulement un chanteur, c'est un survivant. Et pourtant, même dans la maladie, les critiques n'ont pas complètement disparu. Certains chroniqueurs n'ont pas manqué de souligner que son traitement coûteux entre Paris et l'Argentine était un luxe que peu de Français pouvaient se permettre. Les réseaux sociaux, impitoyables, relaient sans filtre ces remarques. Florent Pagny, affaibli, continue malgré tout à diviser. Ses dernières interviews, rares, précautionneuses, révèlent un homme lucide. Il parle de sa voix comme d'un instrument qu'il faut réapprendre à manier. Il évoque la peur de ne plus pouvoir chanter, mais aussi celle de ne plus être écouté. Car derrière l'artiste, il y a l'homme. Et cet homme s'interroge. Que reste-t-il quand on a tout donné à un pays qui vous regarde désormais comme un étranger? Ses enfants, Inka et Aël, tentent de le ramener à l'essentiel. Azucena, sa compagne, veille dans l'ombre. Mais même l'amour ne suffit pas toujours à panser certaines blessures. Les tournées s'espacent, les projets se réduisent, le temps s'étire, incertain. Et la question devient inévitable. Florent Pagny est-il en train d'écrire son dernier chapitre ou simplement de réapprendre à exister autrement? Dans l'imaginaire collectif, Florent Pagny restera toujours cet homme au regard perçant, au verbe tranchant, à la voix indomptable. Mais aujourd'hui, ce miroir se fissure. À l'heure où d'autres préparent des concerts d'adieu, lui refuse de céder à la dramaturgie. Pas de grande tournée de la nostalgie, pas de discours final, juste quelques apparitions, quelques mots et un silence grandissant. Ce silence, justement, devient un personnage à part entière dans sa vie. Jadis, instrument de rébellion, quand il ne répondait pas aux journalistes, quand il fuyait les plateaux, il devient aujourd'hui l'écho d'un vide plus profond. Que reste-t-il à dire quand tout a été chanté, quand les amours, les drames, les trahisons, les espoirs ont déjà été mis en musique? Dans certains moments de fragilité, il laisse échapper des phrases lourdes de sens. « Je n'ai plus envie de plaire. J'ai trop donné. Je suis fatigué de me justifier. »
Ses confessions, livrées du bout des lèvres, dessinent le portrait d'un homme en rupture, non pas avec les autres, mais avec lui-même, comme si à force d'avoir incarné tant de choses pour tant de gens, il ne savait plus exactement qui il était. Les hommages commencent déjà à fleurir, des documentaires, des rétrospectives, des vidéos YouTube qui parlent de lui au passé alors qu'il est encore vivant. Ce glissement vers l'après-vie artistique est brutal, injuste peut-être, mais inévitable. Et dans ce tourbillon, une idée s'impose. Florent Pagny est en train de disparaître à petit feu, sans que personne n'ose dire à voix haute. Et pourtant, ce n'est ni la maladie ni l'oubli qui semblent le hanter le plus. C'est la question de la transmission. Que laissera-t-il derrière lui? Des disques, des polémiques, un exemple de liberté ou un cas d'école de provocation? La dernière fois qu'il est apparu sur scène, le public l'a ovationné longuement. Il n'a rien dit. Il a juste levé les yeux vers la lumière, la gorge serrée. Était-ce un adieu ou une promesse? Nul ne le sait. Mais dans ce geste simple, sans artifice, il y avait peut-être toute la réponse à cette question lancinante. Qui suis-je si je ne suis plus la voix de la France? Florent Pagny n'a jamais été un homme de consensus, ni une idole bien sage. Il a été contesté, contestataire, adulé, détesté. Il a dérangé les codes, dérouté les journalistes, défié les institutions. Il a vécu selon ses règles, chanté ses douleurs, affronté ses silences. Et dans cette trajectoire sinueuse, il a incarné quelque chose de rare, une forme brute de liberté. Mais cette liberté a un prix, et ce prix, c'est souvent la solitude, celle de celui qu'on ne comprend pas, celle de celui qu'on admire à distance, mais qu'on juge dès qu'il sort du cadre. Florent Pagny a tout connu, la gloire, le rejet, la renaissance, la maladie. Et aujourd'hui, il se tient à la frontière entre mémoire et disparition, non pas comme une figure tragique, mais comme un rappel vibrant que l'authenticité dérange toujours. Ses chansons résonnent encore, dans les voitures, dans les stades, dans les salons. Elles parlent d'aimer, de résister, de penser librement. Elles parlent de lui, mais aussi de nous, de nos contradictions, de nos attentes impossibles envers ceux que nous plaçons sur un piédestal. Il n'a jamais été parfait, mais il n'a jamais prétendu l'être. Et c'est peut-être là sa plus grande force, avoir tenu bon, sans jamais trahir sa propre voix. Aujourd'hui, alors que sa santé demeure fragile, une question reste en suspens. Peut-on réconcilier un pays avec un artiste qui l'a tant malmené et tant aimé à la fois? Et vous, qu'en pensez-vous? Florent Pagny mérite-t-il notre reconnaissance tardive ou notre silence, comme celui qu'il a longtemps choisi?